Sur Infobar, on ne parle pas que des bars parisiens, on fait le voyage de temps en temps aussi. À Lyon, petite escapade justement à l'Antiquaire. Alors c'est une grande première. On trouve ce petit speakeasy avec évidemment le pingouin qu'on retrouve toujours, la marque de fabrique de Marc Bonneton. Donc je vais sonner, une première. Je ne suis jamais venu encore dans ce bar. Mais je me doutais bien que Marc ouvrirait la porte parce que c'est vrai qu'on est un peu hors exploitation là. Hein. On a un petit je te prends le matin, je t'ai pas trop réveillé, non ça va de se lever tôt quand même. Allez, je suis venu à Lyon exprès pour toi. Bienvenue à Lyon et bienvenue à l'Antiquaire. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Alors tu nous fais visiter ce bar dont on a beaucoup parlé Voilà, grâce à Internet. Ici vous êtes donc à l'Antiquaire, un petit bar inspiré des fameux codes de la Prohibition. Donc là l'éclairage est quand même assez intense, mais le soir il faut imaginer le bar tout amusé, éclairé à la bougie. Donc vous avez quelques tables ici, vous avez le comptoir avec son facing, 2-3 pièces de collection. Voilà, c'était le but d'un antiquaire, c'est avoir un maximum de pièces et d'objets du bar, d'époque. Un petit piano pour créer une ambiance avec un pianiste à partir du mois de septembre. Encore quelques tables ici dans l'arrière, petite salle, une table haute, 2-3 vieilles affiches et puis une autre petite table avec les fauteuils. Et voilà, le tour est fait, c'est un petit bar. Pourquoi l'Antiquaire en fait? Et justement, l'Antiquaire, c'est en fait par rapport à quelques voyages que j'ai pu faire aux États-Unis où j'ai vu que les établissements qui étaient inspirés des speakeasy n'avaient pas forcément un nom tapageur ou un nom vraiment clinquant de bar, quoi. Donc, par exemple, ouais, vous voyez Milk and Honey, vous voyez PDT, vous voyez Employees Only, ça sonne pas forcément bar cocktail, quoi. Et donc ici, je voulais faire donc la jonction en fait, donc d'une de mes passions, qui est simplement collectionner et chiner donc, des vieux shakers, des vieux objets, quelques vieux bouquins, enfin tout ce qui a trait en fait au bar un peu à l'ancienne en fait. Et donc voilà, donc passer dans la rue et puis se dire qu'est-ce que c'est fermé, c'est sombre, on voit pas que c'est un bar, c'est juste écrit Antiquaire, bon c'est certainement pas un bar. Dans l'imaginaire des 99% des gens, on peut pas se douter que c'est un bar. Après voilà, donc quand vous rentrez vraiment dans un univers on a essayé de reconstituer ce qui était, je pense, pour moi le style d'un bar de l'époque. Donc voilà, avec des objets d'antan, et voilà, l'antiquaire. Tu te souviens de la première pièce que tu as collectionnée? Oui, alors le shaker par lequel tout a commencé, c'est vraiment le premier shaker martelé là-haut. Et après, c'était le début d'une longue série. Là, il n'y a pas tous les shakers que je possède, hein. J'en ai à peu près une 35-40. Donc là, c'est un petit panel. Et tu les chines où? Sur Internet? Ouais, il y a du eBay, il y a des brocantes, il y a du troc de deal. Partout où je vais, et si je vois un petit shaker sympa, je le prends. Après, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir 30-40, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc le but, c'est quand même d'avoir des pièces assez variées. Donc voilà, là, après, j'ai un super cadeau que Samuel Roussin m'a fait. D'ailleurs, que je remercie encore une fois officiellement. Un shaker pingouin qui est juste magnifique et sublime. C'est celui qui t'a servi pour la finale? Qui m'a servi, qui m'a porté chance pour la finale. Donc il est là, il surveille l'établissement. Il est beau celui-là, hein, il fallait le trouver quand même. Voilà, carrément, donc là il domine l'action. Alors c'est vrai qu'on a une atmosphère vraiment extrêmement cosy derrière ce bar. Quelle est ta façon de travailler ici? Je crois que tu disais à Cocktail Spirit notamment que tu voulais pas plus de 8 personnes au comptoir parce que tu veux que les gens soient bien servis. Que ça donne pas l'impression d'être messy ou bordélique, que ça soit vraiment, on essaye d'avoir un service le plus fluide possible dans la capacité d'accueil et la capacité de service par rapport au nombre d'employés. Donc c'est un petit bar, on travaille à 3, donc avec une personne en salle et 2 personnes au bar. Donc on essaye d'être le plus fluide possible. Après voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait 3 groupes qui arrivent d'un coup et forcément il y a toujours un petit peu d'attente. Mais voilà, c'est pas un bar où vous arrivez à attendre une demi-heure en être servi. Vous êtes installé, au mieux vous avez réservé, donc là c'est encore plus simple. Mais voilà, c'est le style, c'est ça, c'est classique, simple, efficace. Une carte qui change tous les 3 mois en fonction des saisons. Donc là il y a la nouvelle qui va arriver, juillet, août, septembre. Donc la carte est quasiment entièrement revisitée, avec des vieux classiques qui reviennent. Enfin, voilà, des cocktails qui ont plus une image hiver, d'autres qui ont une image plus printanière ou même des exemples. Par exemple, vous avez à la carte de ce moment l'Aperol Spritz, donc c'est vraiment le cocktail de terrasse. Après, vous avez l'Elderflower Collins, donc c'est un Collins avec du cordial Elderflower, donc c'est vraiment très floral, très printanier comme saveur. En hiver, on va être plus sur des old fashion, ou même sur des choses un peu plus crémeuses, ou des cocktails un peu plus chaleureux, moins exotiques, moins de framboises.
la facilité d'approvisionnement, les fruits, les coûts, tout ça rentre en compte. Et en accompagnement des cocktails? On fait des petites planches apéritives, donc on a différents éléments qui viennent constituer donc des planches que les clients peuvent composer eux-mêmes en fait. Ça peut être du jambon à la truffe, du chorizo bellota, des petites terrines de campagne, des saucissons lyonnais, des fromages, des pérailles d'Ardèche, des saucissons de la Biasse. Il y a plein d'éléments, alors souvent on est en rupture sur quelques éléments, donc on compose différemment, c'est vraiment à la carte. Pour les fournisseurs, pour tout ce qui est planche apéritive, on travaille avec la Cambuse, donc c'est vraiment un gros fournisseur de produits spécialisés, plutôt bien coté. Après on travaille avec Bacardi Martini, on travaille aussi un petit peu avec Pernod, un petit peu avec la maison du whisky. Voilà, on travaille avec beaucoup de fournisseurs, CBH notamment aussi. Là, tu tiens entre les mains le livre d'or de... Le fameux livre d'or de l'antiquaire, Ouais. où on a pas mal de bons commentaires. Donc voilà, de toute l'histoire des gens qui sont passés. Alors, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais tu peux commenter. Voilà, c'est des habitués qui ont laissé des messages. On a aussi donc, on a eu le célèbre ex-brand ambassadeur Bacardi, Charles Olivier, qui nous a fait le plaisir d'écrire un petit mot. On a des barman célèbres. Je l'ai amené aussi à Londres. Là, vous avez Mad Max qui travaille en Inde maintenant. On a Eric Lawrence qui nous a fait un petit mot. Qu'est-ce qui plaît le plus quand les gens viennent ici? Qu'est-ce qu'ils te disent? Je pense que ce qui leur plaît le plus, c'est le fait de plonger vraiment dans un univers atypique et qu'ils n'ont pas l'habitude, ou qu'il n'y a pas trop de bars qui proposent ce genre d'ambiance. Et le fait d'être un peu bichonné et d'être vraiment à l'attention de ses clients, les accueillir, les installer, leur ramener un verre d'eau, tout ça dans le cadre d'une expérience. Ça peut paraître tellement banal pour les Parisiens, mais quand on ne va pas dans un palace, on ne s'attend pas forcément à un tel service ou à un tel niveau de service. En tout cas, pour un bar, il faut bien faire la part des choses entre un bar, un restaurant, un palace. On est dans un petit bar, on est à Lyon, on propose un service au prix auquel on le propose, Ouais. qui est juste quelque part imbattable. Donc en fait, je pense que c'est l'expérience globale qui les déroute, qui les surprend et qui leur plaît agréablement en fait. Le fait d'être, après une journée de travail un peu éreintante, on était au téléphone, j'en sais rien, et là on arrive ici, bam, petite musique vraiment qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou voilà, les oldies, ou même du jazz, ou même de la musique des années 50, 60. Quelque chose, une expérience différente en fait. Tu viens de parler de prix imbattables, parlons-en des prix. Ben voilà, nous on fait un prix imbattable par rapport à ce qu'on fait, donc après bien sûr par rapport aux autres. Oui, il faut relativiser toujours. Voilà, et notre Morito comme il est fait, il est à 8 € avant 2 heures, à 10 € après, sur tous les bars à péniche, là où ça envoie du gros débit, où vous avez des Moritos qui ne sont pas forcément très bons, ils sont au même prix. Ici il y a l'accueil en plus, il y a le verre d'eau en plus, c'est des petits détails quoi qui... Et le service simplement, parce que les bars dont je vous parlais à l'instant, c'est faut les servir au comptoir soi-même. Enfin, voilà, c'est complètement différent. Les deux personnes avec qui tu travailles, qui ne sont pas là, Yohan et Grégoire. ouais, qui viennent d'où, que tu as recruté spécialement? Yohan, dans un premier temps, donc, je le connaissais, on avait eu l'occasion de faire une formation Bombe et Saphir ensemble en 2006 à Lyon. Et on s'était rencontrés comme ça, après on s'est recroisés sur de nombreux concours, il venait souvent au Soda Bar. Donc voilà, de fil en aiguille, on a lié une amitié. Et tout de suite, j'ai pensé à lui quand j'ai ouvert ici. Il me fallait un barman et je savais que l'aventure, l'expérience lui plairait, je pense. Ensuite, Grégoire, ça s'est fait de manière plus simple. Grégoire était client ici. Et vraiment, une nouvelle génération de clients très passionnés par ce qu'il voit, à faire ses propres recherches. Il travaillait dans un petit hôtel, l'hôtel de l'Arena Street, donc dans le 6e. Et voilà, donc je me suis dit, en supplément, quand ça commençait à bien bosser, on avait besoin d'un troisième. Et donc je lui ai proposé le job, et puis voilà, maintenant il a fait les trophées du bar, il a fait la World Class, il était à Cocktail Spirit, tout ça en même pas 6 mois. J'ai fait 5 fois les trophées du bar, j'ai fait 2 fois le GPBM, plus tous les concours de flair que j'ai fait avant au sein de la BF, plus les concours de flair de Layers Rock, plus... j'ai dû faire pas loin d'une bonne quinzaine de concours. Et voilà, et là on a su un petit tableau, une petite œuvre d'art qui a été offerte à pas mal de monde pendant la compétition Legacy à Barcelone. Donc c'est un artiste espagnol qui fait ça. Donc ça représente le lieu où a eu lieu la compétition, le trophée, la Casa Bacardi. Et voilà, Et qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? c'est marqué pour célébrer la finale de la première Bacardi Global Compétition avec dédicacé et gravé. Avec la date du 28 avril 2011. Et là ici, tu travailles en working flair ou pas du tout? Pas du tout, non.
ici, voilà, il faut bien distinguer l'image du bar, respecter voilà, les attentes. Ici, il n'y a pas de flair. Le seul flair qu'on pourrait faire, c'est du flair entre guillemets à la Jerry Thomas, où on fait des cubes and roll, voilà, où on va peut-être faire tourner une cuillère sur les doigts, mais il n'y a jamais aucun lancer de bouteille. Après, qu'est-ce qu'on considère comme du flair? Le terme flair, c'est vraiment la distinction. Alors, si c'est juste bourré, comme Agostino, il fait un petit geste qui va bien, voilà, histoire d'avoir une touche de style. Le service stylisé, je pense que le service stylisé, c'est le style et l'identité même du service d'un barman. C'est juste le summum en fait du service, quoi. C'est pas un service classique, rigide, où on est une machine, on amène vraiment son identité, sa fluidité, toute son expérience à travers la façon dont on sert ses clients. Et un service stylisé, c'est vraiment, je pense, le dernier échelon de, voilà, quand on arrive à travailler, envoyer, s'occuper de ses clients, et en plus pouvoir avoir une gestuelle, une identité, je pense que c'est vraiment... Voilà. Je veux que ça reste comme ça, en fait. Voilà. Par exemple, si je prends l'expérience de mon premier établissement, au Soda, au début, c'était un peu comme si, mais c'était plus une contrainte, parce qu'on n'avait pas trop de clients la première année, donc c'était très cosy avec des habitués, et puis après, ça a vraiment commencé à marcher, et après, c'était blindé tout le temps, et on avait perdu l'âme des débuts, on avait perdu l'âme enfin, à mes yeux, de ce que c'était vraiment au tout début, quoi. Et c'était vraiment devenu juste une machine, quoi. Et j'ai pas envie qu'ici ça devienne une machine, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas envie que ça soit au maximum de sa capacité, mais cohérent avec la qualité du service qu'on poursuit à offrir à nos clients, quoi. Savoir se contenter des limites de l'établissement. À Lyon, à ma connaissance, non, il n'en existe pas d'autres. Il y a un établissement qui pourrait se prêter à l'atmosphère speakeasy, et encore plus qu'ici, ça s'appelle le Bar du Passage. C'est un petit bar à vin, en fait, donc tenu par un ami, Paul. Et en fait, pourquoi ça se prête au speakeasy? C'est juste que c'est un bar fumoir, déjà, qui est attenant au restaurant très connu, Le Passage, et qui est au fond d'une allée, donc en plein centre-ville, c'est juste magnifique. Vous avez une grande porte cochère. Vous allez tout au fond, et le soir c'est fermé, il faut vraiment connaître. C'est tout petit, ce bar il doit faire 25 mètres carrés, et c'est très tamisé, c'est très cosy, c'est très jazzy. Donc voilà, qu'est-ce qu'un speakeasy sinon un bar difficile à trouver, caché derrière 2-3 portes, au fond d'une allée. Voilà, c'est la définition même. Et du côté des alcools, quelles sont tes pièces rares? Est-ce que tu es toujours dans la collection? Les pièces rares, s'il y en a, ça sera dans celle qu'on avait eue, celle que j'ai achetée en vente aux enchères. Donc là vous avez un Magnum In de 1928, acheté aux enchères. Là vous avez un vieux Picon des années 70. Voilà pour ici. Là-haut on a fini un B&B de 1950. À côté vous avez un Napoléon Biscuit de 1940. Et encore une dernière vieille bouteille de Berger. Derrière encore vous avez une absinthe de 1968, l'absinthe S4. Voilà. Et après vous avez un autre Picon des années 80 à côté. Là vous avez une très vieille bouteille de Martini Extra Dry. Et puis on arrive encore à trouver des petites perles comme ça chez des vieux épiciers du quartier. Des Martini, à l'époque où c'était encore un vrai vermouth. Tac, où il était encore assez... J'en avais ça dans mes vieux placards, dis donc. Mais c'est magnifique. Ouais. Donc voilà, on essaye quand on voit des trucs sympas à des prix corrects. J'ai vu qu'il y avait un piano, ce piano sert de déco ou il sert vraiment? Alors oui, il sert à la fois de déco et il sert aussi donc, pour le pianiste qui vient jouer plutôt en période hivernale, de septembre à avril à peu près, tous les mardis. Pour l'instant on est ouvert du lundi au samedi, à partir de mi-août septembre on sera ouvert 7/7, de 18h à 1h du matin les dimanches, lundis et mardis, et de 18h à 3h du mercredi au samedi.